Octopodcast, nouvelle émission qu'on va essayer d'enregistrer d'une traite, parce qu'on aime se lancer des défis. Pour cette session, on a 4 sujets, donc Claire va nous reparler de traduction. Voilà, et de la différence entre ce qu'est un message dénoté et un message connoté. C'est-à-dire qu'on va pas refaire exactement la même chose que la dernière fois, ce qui est assez original, et plutôt bienvenue. Manu, tu vas nous parler de voitures autonomes. Oui, pas automatique, autonome. Voilà, on en avait parlé pendant le sujet sur l'intelligence artificielle, on va essayer de se concentrer là-dessus un peu plus. Sébastien, tu ne parleras pas de cinéma. Oui, mais d'images qui bougent quand même, puisqu'il s'agira d'une série, Making a Murderer. Ok, moi je vais également parler de transport avec l'Hyperloop. Et autour de la table, on a également Magali, Allium et Jean. Bonjour. Qui vont apporter leurs questions, leur mauvaise foi, enfin en fonction de ce qu'ils ont à offrir. Le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Claire, je te propose de commencer. Traduction. Voilà. Tu peux nous rappeler rapidement l'épisode précédent ? Oui, donc à la fin de l'épisode précédent, en fait, ce que j'avais essayé de montrer, c'est que par définition même, on ne peut pas parler de traduction automatique, parce qu'en fait, quand on cherche à passer d'un énoncé source à un énoncé cible, il y a plusieurs manières de procéder. Donc il y a une manière qu'on va appeler la traduction, et là, c'est vraiment un processus qui nécessite à un moment donné de prendre pleinement conscience du message. Donc, dans l'état actuel des choses, le seul endroit où on peut faire ça, c'est à l'intérieur d'un cerveau humain. Et j'opposais cette manière de passer d'une source à une cible à une autre méthode que j'appelle donc le transcodage et qui là ne nécessite pas autant de prendre pleinement conscience du texte. C'est une étape plus fastidieuse, plus répétitive, qui peut donc être confiée à un ordinateur parce que c'est une succession de tâches élémentaires. Comme par exemple du mot à mot ou quelque chose d'approchant, quoi, ou du mot à mot intelligent, enfin en tout cas un peu rusé. Oui, sauf que là c'est un raccourci que je ne peux pas me permettre de faire. Pardon, excuse-moi, voilà. Et donc, en fait, l'idée était que maintenant qu'on a défini ces deux processus, le transcodage d'une part et la traduction d'autre part, on va pouvoir se demander dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. Donc, comment classer les textes ? Quels sont les textes qui vont nécessairement être traduits ? Quels sont les textes qu'on va pouvoir transcoder ? Et si on les transcode, on peut éventuellement les donner à un ordinateur. Voilà. Donc, ça nécessite de faire une classification des textes. Et la raison pour laquelle je voulais faire cet épisode sur la notion de dénotation et de connotation des messages, c'est que ce critère de classement des textes est très important, il est fondamental, il sert aussi bien aux traducteurs qu'aux auteurs, donc à tous les gens qui écrivent, donc en fait à tout le monde. C'est une nuance, une notion qui est très peu abordée, dont les gens ont peu conscience et qui pourtant est fondamentale, et ça c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle ce sujet me tient à cœur, c'est qu'en général, quand des gens font des classifications des textes, donc de plus en plus, ce sont des non-traducteurs, ce sont des informaticiens qui voient ça sous l'angle du codage, du logiciel qui va servir à faire de la traduction automatique. Et en fait, l'erreur qu'ils font, c'est d'appliquer une classification, donc des critères extérieurs au texte eux-mêmes. Donc je vais faire une analogie pour expliquer. Imaginez que vous soyez un nutritionniste et que vous vouliez donc renseigner les gens sur la teneur des aliments, le nombre de vitamines, les protéines, etc. et vous voulez qu'ils aient une meilleure alimentation. On n'imaginerait pas un nutritionniste faire cette classification en fonction de critères externes. Par exemple, dire à quelqu'un que la même compote de pommes, exactement la même, sera moins nutritive si elle est consommée en vitesse dans un fast-food ou dans la rue que si elle est consommée avec lenteur dans une belle assiette dans un restaurant. Certes, l'expérience est différente, ça je ne le nie pas, mais d'un point de vue purement nutritionnel, si je compare le nombre de grammes de sucre qu'il y a dans un cas et dans l'autre, c'est le même. Faire une classification des aliments en fonction d'éléments extérieurs aux aliments, ça nous paraît aberrant. Donc pourquoi est-ce que ça paraît pas aberrant aux gens qui le font avec les textes ? Donc la seule manière de classer les textes, c'est d'utiliser les caractéristiques intrinsèques de ces textes. Et donc voilà, la caractéristique dont je vais parler aujourd'hui, c'est celle de connotation et de dénotation. Donc il faut imaginer un continuum. Évidemment, on n'est pas tout ou rien connoté ou dénoté, les textes vont être plus ou moins l'un ou l'autre. Donc vous imaginez un continuum, à une extrémité, les textes sont entièrement dénotés. Et à l'autre extrémité, les textes sont entièrement connotés. Et entre les deux, on va avoir différents scénarios que je vais présenter. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre connoté et dénoté ? C'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Ça n'est pas quelque chose que je peux expliquer en une phrase. Et si je le résume en une phrase, si je me contente de prendre la définition dans un dictionnaire, ça va pas forcément parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais y aller progressivement. Donc je vais partir d'une extrémité du continuum, de l'extrémité dénotée. Et petit à petit, je vais vous emmener vers un message qui va être totalement connoté. Donc je vais prendre un exemple. Donc l'exemple très dénoté, le point de départ de mon continuum, ça va être une phrase toute simple, et vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de compote. Ça va être la phrase « je mange une pomme ».
Donc je mange une pomme est un message très dénoté. Pourquoi il est dénoté ? Alors là, je me place vraiment sous l'angle d'une traductrice qui va devoir transmettre ce message dans d'autres langues que le français et d'autres langues qui ne sont pas forcément même de la même famille que le français. Je mange une pomme, il y a un sujet, une action et un objet. Il se trouve que toutes les langues parlées par l'être humain utilisent des sujets, des actions et des objets. Pas forcément dans le même ordre, donc c'est pour ça qu'on classifie les langues, on dit qu'elles sont SVO, sujet, verbe, objet, ou SOV, sujet, objet, verbe, ou OVS. Il y a 6 possibilités pour organiser l'objet, le sujet et le verbe, et les 6 existent dans les langues, mais dans tous les cas, vous avez un sujet, un objet et une action. Je me semble, alors j'ai pas vérifié dans les 6000 langues qui existent, mais il me semble que l'utilité d'imaginer une notion ou un mot qui puisse représenter moi, je parle, je pense que c'est assez universel. Alors j'ai pas vérifié exhaustivement, mais ça me semble assez simple. On est un peu déçus quand même. Pardon ? On est un peu déçus quand même. Oui, je sais, j'en suis à 5887, quand j'aurai fait les 6000, je confirmerai. Manger, c'est pareil, c'est un besoin physiologique de base. Il me semble difficile d'imaginer une langue qui ne prenne pas le temps d'inventer un mot pour décrire la notion manger. Ensuite, on arrive à la pomme. Alors là, il y a 2 cas de figure. Donc la pomme, c'est un élément très concret. On peut pointer du doigt vers quelque chose à quelqu'un qui ne parle pas du tout français et dire pomme. C'est possible. Après, la question, ce sera est-ce que la pomme existe dans le pays ou dans la culture dans laquelle on traduit ? Ça donne des choses très rigolotes parfois dans certains textes. Par exemple, il y a des fruits qui existent en Europe, mais pas dans d'autres pays. Donc, quand on traduit la Bible, on change les fruits. Mais je prends l'exemple de la pomme parce que c'est un objet qui existe dans le monde réel et c'est tout à fait possible, même dans une civilisation qui n'a jamais vu de pomme, de poser une pomme sur la table et de dire voilà, ça s'appelle pomme. Donc c'est un message dénoté parce que c'est un message qui ne nécessite aucun élément de la culture source pour le comprendre. Moi, individu qui parle, manger, action d'avaler de la nourriture et un élément de cette nourriture que je peux vous montrer sur la table et je peux pointer du doigt et je peux donner un nom. C'est dénoté. C'est-à-dire qu'à partir de ces seules informations, vous avez compris tout ce que je voulais dire, ce qui ne va pas être le cas dans les éléments suivants. Donc ça, c'est la première étape. C'est vraiment un message. Alors, il n'est pas totalement à 100% dénoté, aucun message n'est jamais 100% dénoté, mais on y est presque. Maintenant, je vais juste changer une chose. Au lieu de dire « je mange une pomme », je vais dire « j'ai mangé une pomme ». J'ai juste changé une chose, c'est que l'action est au passé. Et là, déjà, ça nécessite de savoir, dans la culture dans laquelle je me place, dans la langue dans laquelle je me place, comment on conçoit le passé. En français, on a plusieurs passés. On a l'imparfait, on a le passé simple. Et quand je dis « j'ai mangé une pomme », il y a déjà une connotation qui apparaît, c'est que je ne suis pas dans un roman de Flaubert, sans doute, parce qu'en général, à cette époque, on écrivait au passé simple. Donc il y a déjà un choix que j'ai fait dans le passé que j'utilise. Quand on dit « j'ai mangé une pomme », on visualise beaucoup plus facilement quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre dans un environnement tout à fait familier, etc., plutôt qu'une description officielle ou justement un texte en vieux français avec du passé simple. Donc on a déjà un choix à faire. Si je transmets ce message dans une autre langue, je vais avoir à me poser la question du passé. Par exemple, en anglais, ils ont un passé assez, entre guillemets, universel qu'ils utilisent à toutes les sauces, c'est le prétérit. Et quand on a le problème inverse, de dire par exemple « she ate an apple » et j'ai besoin de traduire ça en français, est-ce que je traduis par « elle a mangé une pomme »,« elle mangea une pomme »,« elle mangeait une pomme ». En français, on va se poser la question parce que justement, on a plusieurs passés et que ça n'est pas dans la culture et dans l'habitude anglophone de se poser toutes ces questions sur ce passé. Donc déjà là, on bascule un tout petit peu le long de ce continuum vers la connotation parce que pour vraiment traduire le texte qui serait comme ça, il faudrait en savoir un petit peu plus. Je n'ai pas juste besoin de savoir, moi, l'action manger et la pomme. J'ai besoin de comprendre comment le passé fonctionne dans la langue source, pour le retranscrire dans la langue cible. Un autre exemple, c'est en allemand, on pourrait croire que c'est facile de traduire ça en allemand, parce qu'en allemand, ils ont aussi un prétérit, donc un équivalent de notre passé simple, et un passé composé. Donc on pourrait se dire, facile, je vois passé composé, je passe en passé composé en allemand. Sauf que pas forcément, parce que les usages du prétérit et du passé composé en allemand ne recouvrent pas forcément exactement les nôtres. Donc juste avec ce tout petit changement, l'action ne se produit plus dans le présent, elle se produit dans le passé. Déjà, ça vous donne une idée. Alors évidemment, là c'est très schématique, c'est un exemple très simple, mais imaginez tout un texte. Je passe mon temps à traduire des textes
qui sont des rapports sur des événements qui se sont passés. Tout est au prétérit en anglais. Et je passe mon temps en français à jongler entre l'imparfait, le passé simple et le passé composé. L'imparfait permet un écoulement du temps, on a l'impression d'une fluidité dans ce qui s'est passé. Quand je mets un passé composé, c'est pour couper et subitement telle action a été prise. Voilà, ça permet de marquer les choses. Et ça, c'est un choix qui revient au traducteur. J'ai une liberté là. Et donc, c'est pour ça que je vais vers la connotation, parce que le traducteur commence à avoir une liberté par rapport à ce qu'il connaît de la culture, à la fois dans la langue source et dans la langue cible. Et Oui. donc tu interprètes. Quand tu choisis un temps plutôt qu'un autre, c'est que Voilà. déjà de l'interprétation. Alors, effectivement, c'est là que rentre l'idée d'interprétation. Donc, évidemment, là, je vous décris uniquement un critère. Il y en a des tas d'autres. Donc, en fait, l'interprétation, entre guillemets, libre par rapport à cette idée de connotation-dénotation, elle va être limitée, bridée par d'autres critères, dans le détail desquels je ne rentre pas aujourd'hui. Donc, je continue le long de mon continuum. Donc, je suis passée au passé. Et là, je vais rajouter une connotation supplémentaire. C'est en général celle que tout le monde arrive le plus facilement à percevoir. C'est que je ne vais pas vous dire que j'ai mangé une pomme, je vais vous dire que j'ai englouti une pomme. Tu Donc avais là, faim. Voilà, j'avais très faim. Et là, on voit bien que c'est là que le dictionnaire s'arrête. Et c'est pour ça qu'en général, on traduit pas avec des dictionnaires. Parce que si vous cherchez engloutir dans un dictionnaire, vous trouvez le sens propre. Engloutir, c'est recouvrir de quelque chose. Et si vous cherchez recouvrir de quelque chose, dans une langue que vous ne maîtrisez pas du tout, on va vous donner un mot qui veut dire, par exemple, submerger. Et vous allez dire à votre interlocuteur, j'ai submergé une pomme. Et votre interlocuteur ne va rien comprendre. C'est comme ça qu'on peut devenir champion de la tasse mondiale. Probablement. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà, mais alors ça, c'est encore là, on touche à la polysémie, Ouais. c'est-à-dire quand une même graphie et un même son a plusieurs sens totalement différents. Engloutir, c'est pas de la polysémie, c'est l'utilisation d'un mot C'est au pire sens encore, propre. hein. En fait, c'est le fait de prendre un mot qui a un sens propre et de le décaler, donc de l'utiliser dans un autre univers. C'est le fondement de beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humoristes qui fonctionnent là-dessus, qui partent d'un univers et qui utilisent les mots d'un autre univers, et donc ça crée un décalage comique. Voilà. Quand les mots passent dans le langage courant, on fait ça très souvent. On picore une pomme, on l'engloutit, on la dévore. On a beaucoup de termes comme ça. Quand on dort, on va dire qu'on pionce, qu'on ronfle. Enfin, il y a plein de choses, et ce sont des mots qui, au départ, voulaient dire autre chose. On travaille par métaphore, par métonymie. Donc, quand je dis j'ai englouti une pomme, c'est là que le dictionnaire s'arrête, et c'est là aussi que l'ordinateur s'arrête. Parce que pour comprendre que c'est pas engloutir, non, c'est submerger, non, c'est le deuxième sens, en fait. Il faut comprendre qu'il y a une pomme dans l'histoire, il faut comprendre que c'est manger. Après, on peut faire des trucs de correspondance où on dit le verbe engloutir dans un contexte de bouffe. Voilà. Ouais. Mais c'est là qu'on se rend compte de la complexité. Ça permet aussi de mesurer la complexité du code derrière quand on veut faire un logiciel de traduction automatique. Et mon dernier exemple, donc on progresse encore plus sur l'échelle de la connotation, c'est j'ai croqué la pomme. Alors le problème de j'ai croqué la pomme, c'est que normalement, si vous êtes imbibé de la civilisation judéo-chrétienne d'où on vient, croquer la pomme, ça a une autre connotation. On pense à Adam et Ève, on pense à la Bible, on pense à beaucoup de choses. À Ça peut Blanche-Neige. être à Blanche-Neige, effectivement. Ça peut être une connotation Un peu sexuel. hein. voilà, un peu sexuelle, ou juste totalement rigolote. Ça peut être une allusion. Dans un texte sérieux, on n'a peut-être pas envie de traduire avec un terme qui va vraiment faire penser à Adam et Ève et la Bible, alors qu'on est dans un texte extrêmement sérieux. Au contraire, si on est dans un roman et qu'un personnage explique qu'il a croqué la pomme avec un autre personnage, on n'a pas intérêt à rater l'allusion. Donc quand on traduit, si on traduit en disant j'ai mangé une pomme, le lecteur va se dire quoi, pourquoi, où est la blague, voilà. Et là, on est totalement dans la connotation, c'est-à-dire qu'avec juste ces tout petits mots, moi, un verbe et un objet, il faut avoir une connaissance des textes fondateurs et de toute la mythologie de la culture dans laquelle on se place, parce que si on passe du français à l'anglais, j'ai croqué la pomme, c'est pas trop difficile, mais si je passe du français au quechua ou du français à une langue... Au quechua, Alors, le la quechua- marque de vêtements qui est vendue à Decathlon. Alors, pour moi, le quechua, c'est une langue amérindienne. Voilà, et c'est notamment une langue dans laquelle il a été très difficile, je la choisis pas par hasard, il a été très difficile de traduire quelque chose dans cette langue, la Déclaration des droits humains. Parce qu'il y avait énormément de concepts extrêmement occidentaux centrés qui n'étaient pas prévus en fait, et donc il a fallu adapter, et c'est l'une des langues dans lesquelles il a été difficile de traduire ce texte. C'est une chose que David avait précisé quand on a fait le truc sur la langue vietnamienne, que la notion de frère égal n'existait pas en vietnamien, et que ça avait été hyper compliqué effectivement de traduire certaines choses, et ce concept-là. Pour conclure, un texte très dénoté, c'est un texte qui fonctionne à la manière de « je mange une pomme ». Si on sait ce que c'est qu'un individu, si on sait ce que c'est que l'action et si on sait ce que
que c'est que l'objet, on arrive à s'en sortir dans à peu près toute la langue, parce qu'aucune culture, aucun sous-entendu n'a été plaqué en plus sur le message. Mais en revanche, quand on est dans un domaine très connoté comme j'ai croqué la pomme, non seulement il faut comprendre les mots, mais il faut comprendre le message, il faut comprendre l'intention de l'auteur. Est-ce que c'est humoristique? Est-ce que c'est effectivement sexuel, etc. Le contexte. Et il faut aussi se demander si notre référence judéo-chrétienne qui nous l'a fait écrire existe dans la langue cible. Et si ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et la traduction, je suis désolée de l'annoncer, mais dans 80% des cas, c'est des messages connotés. Le fait de chercher toujours des connotations, tu risques pas aussi de trouver des connotations qui n'existaient pas dans la tête de l'auteur original. Alors, moi, je dis ça aussi parce que moi, je me rappelle mes cours de français. Pour moi, tous mes profs de français étaient des obsédés sexuels parce que dans tous les livres, toutes les phrases étaient une interprétation sexuelle cachée. Mais tous tes profs étaient des obsédés sexuels. Voilà. Hein. C'est ça. Moi, je parlent vois de des sexe, hein. interprétations sexuelles dans ce que tu dis, en fait. Je pense que tu... Donc voilà, c'est pour ça que, et je pense dans beaucoup de cas, franchement, certains auteurs, ils n'avaient aucune interprétation de ça, pas pensé à ça, et simplement, certains professeurs ou certains spécialistes ont décidé que c'était comme ça. Alors, étant donné que 100% des textes que je traduis sont des rapports techniques qui se passent dans le milieu de l'industrie, non, il y a très très peu de connotations sexuelles, il y en a même absolument zéro, mais la connotation, c'est pas uniquement graveleux et c'est pas uniquement par rapport à une culture, ça peut être une simple connotation technique, parce que dans une usine, on va appeler un objet d'une certaine manière pour une certaine raison historique, et pas dans une autre usine, ça peut être cette connotation-là. Connotation, c'est vraiment, effectivement, dans le langage de tous les jours, quand on dit que quelque chose est connoté, c'est il y a un sous-entendu, etc. Mais là, j'utilise vraiment connotation dans son sens propre, c'est-à-dire connotation avec une notation, c'est-à-dire que en prononçant les mots, je dis plus que le simple contenu de chaque mot pris individuellement. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, dans un sens vraiment pratique. J'avais une question, une remarque ou une question, je sais pas. Sur ce côté continuum, pour moi, une phrase peut avoir à la fois des côtés connotés et des côtés dénotés en même temps. Tu dois pouvoir trouver les deux. Moi, ça me fait penser beaucoup à une notion d'ethnométhodologie. Il faudra peut-être que j'en parle dans une prochaine émission, qui sont les notions d'indexicalité et de réflexivité, et qui sont finalement assez proches, mais où on dit dans n'importe quel énoncé ou comportement, puisqu'on s'attaque aussi au comportement, on va avoir ces deux trucs à la fois. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai pris un risque parce que je ne vous ai parlé que d'un seul critère de sélection des textes, de classification des textes, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'à ce critère-là de connoter, dénoter, va s'ajouter le reste. Par exemple, est-ce que je suis dans une BD humoristique, satirique ? Évidemment que ça va complètement changer la quantité de connotations que je vais choisir de voir dans les textes. Peut-être qu'un personnage va juste dire oui avec un point d'exclamation et tout est dans le point d'exclamation parce que ça fait 5 pages qu'on prépare une blague, etc. La connotation, dénotation se détermine aussi en fonction du reste. Est-ce que je suis dans mon rapport technique pour l'industrie où la seule connotation possible, je le sais parce que je connais mes clients et j'ai l'habitude de traduire pour eux, c'est leur jargon personnel, leur spécificité. Ça peut aussi être le fait que certains clients font des sous-entendus et pas d'autres. Ça peut être le cas aussi dans l'industrie où certaines entreprises ou certains secteurs ont l'habitude de parler très franchement, d'y aller carrément, alors que d'autres vont faire des circonvolutions, vont pas oser dire que, tout en sous-entendant que. La blague chez les traducteurs, c'est combien de traducteurs faut-il pour changer une ampoule? Réponse, ça dépend du contexte. Quand vous posez une question à un traducteur, quand vous lui dites comment est-ce que tu traduis ça, la première chose qu'on vous répond, et moi la première, c'est ça dépend du contexte. Et c'est ça qu'on essaye de dire à la personne qui nous pose la question, c'est si tu ne me donnes pas le contexte, je ne sais pas où me situer sur ce fameux continuum et je ne sais pas comment interpréter tous les autres critères de classification des textes dont je ne parle pas aujourd'hui puisque je parle uniquement d'un seul de ces critères. Voilà. Pour donner un autre exemple de dénotation-connotation, un énorme problème en français, donc quand on traduit de l'anglais vers le français, c'est le mot labor. Donc je suis dans un environnement économique, je vais parler de l'entreprise, les charges, les coûts, son fonctionnement, etc. Et apparaît le mot labor. Est-ce que c'est la main-d'œuvre? Est-ce que c'est les travailleurs? Est-ce que c'est les salariés? En français, tous ces termes-là sont très connotés. Quand on parle de salariés, de travailleurs, de main-d'œuvre ou quand on parle carrément de ressources humaines, il y a vraiment un choix qui est presque politique et qui est très souvent politique qui est fait. Quand on s'apprête à faire un plan social, d'ailleurs qu'on appelle plan social et pas plan de licenciement, plan social, quand on réfléchit, c'est extrêmement étrange d'appeler un plan de licenciement un plan social. On va pas appeler les gens de la même manière que quand on est le délégué syndical qui justement défend ces personnes. Donc ce mot labor qui est utilisé partout
en anglais. En français, à chaque fois, on fait un choix, et je vais même jusqu'à dire on fait un choix politique quand on le traduit. Parce qu'en français, il n'y a pas un équivalent de Labour qui recouvre le même ensemble d'idées et le même flou. Ça me rappelle comme des Lions, justement, où à un moment, il y a un délégué syndical qui se reprend parce qu'il reprend des termes qui sont utilisés, notamment le fait de bénéficier d'un plan social, et il dit, en fait, voilà, le mot n'est pas neutre, on nous fout dehors, et en fait, on ne bénéficie pas d'un plan social, on se fait juste virer, mais il reprend le terme parce que c'est effectivement le terme utilisé par la direction à ce moment-là, et c'était assez intéressant. Et voilà, et si par exemple, vous avez 3 pages de description d'un plan social, premier cas, vous êtes traducteur financier et vous faites la traduction pour les actionnaires. Vous allez choisir un certain langage. Pourtant, c'est le même texte de départ. Deuxième cas, vous êtes ouvrier et vous voulez informer vos camarades parce que vous faites partie d'un syndicat. Vous allez choisir un tout autre langage. Et je finirai par un dernier exemple. En fait, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en université quand on enseigne la traduction. On répartit les étudiants en petits groupes. Donc, chaque petit groupe est un cabinet de traduction. On leur donne à chacun un texte qu'ils pensent différents, et on leur donne les consignes. Donc dans un cas, c'est un cabinet d'avocats qui leur demande un texte très juridique pour témoigner au cours d'un procès. Dans un deuxième cas, c'est une entreprise qui vient d'acheter un appareil, et le manuel est uniquement en anglais, et donc ils veulent le manuel d'utilisation en français, parce que cet appareil, ils vont l'utiliser souvent, donc ça mérite bien sa traduction. Et dans le troisième cas, c'est au contraire une entreprise qui a acheté un appareil, le manuel est en anglais, eux, ils n'ont pas du tout les moyens, donc ils veulent juste une petite liste de notes avec les choses qui concernent la sécurité. Voilà, parce que le reste, le détail du manuel, ils en veulent pas. Chaque groupe a une consigne différente. Et ce que les élèves ne savent pas, c'est qu'ils ont le même texte au départ. C'est un texte qui décrit l'utilisation d'un objet, et on peut très bien imaginer traduire ce texte pour des raisons juridiques, utilitaires ou vraiment basiques, la sécurité. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait réviser les traductions de certains groupes par d'autres groupes. Et ils se rendent compte que la traduction est totalement différente, parce que qu'est-ce qui a changé ? C'est le contexte. Donc, si vous voulez une traduction, donnez-moi un texte et un contexte. Sans contexte, je ne peux pas traduire. Très bien. Eh bien, Claire, merci beaucoup. Et maintenant, Manu, tu vas prendre la parole et nous parler de voitures autonomes.